Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 septembre 2016. Le titre du jour est 4380 points, pivot clé sur le CAC 40. En effet, les 4380 points, c'est une zone de prix qui a été testée lors de la deuxième quinzaine du mois d'août. C'est une zone de prix sur laquelle nous venons de revenir particulièrement rapidement en ce début de semaine. On l'a testé hier et avant-hier, on y est de nouveau aujourd'hui. Donc voilà, nous sommes sur un pivot clé sur le CAC 40. Ces dernières séances, on a assisté à des prises de bénéfices appuyées notamment aux États-Unis. On est revenu tester les anciens records historiques et des supports de moyen terme. On a connu quand même des marchés cet été qui étaient particulièrement haussiers, particulièrement soutenus, et on les trouvait lors de mon départ, donc à la fin du mois d'août, puisque cela fait 2 semaines que je me suis absenté des écrans, eh bien on trouvait vraiment que ces indices étaient en apesanteur, et je vous avais répété à de très nombreuses reprises qu'il fallait attendre une éventuelle cassure de support en cours de clôture pour pouvoir espérer mettre à profit, envisager des corrections baissières. Nous avons assisté à des corrections baissières donc depuis vendredi dernier. On assiste à des retours sur des supports, des pivots clés, notamment avec l'énergie qui a reculé ces dernières séances. Donc voilà, nous allons faire le point sur ces marchés. On est plus ou moins sur les mêmes cours qu'il y a 2 semaines avant mon départ. On va faire le point comme tous les matins donc sur ces marchés. En tous les cas, je suis très content de vous retrouver. Alors, comme tous les matins, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez également utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Au sommaire, donc, on verra ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir. On va voir une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, le S&P 500, donc l'indice directeur américain, a favorablement testé son support de moyen terme à 2120 points, pivot pour la suite. Souvenez-vous, donc, le S&P, il y a 15 jours, 3 semaines, évoluait dans une figure d'élargissement à angle droit. On avait à 2158 points un support clé. Je vous avais répété à de très nombreuses reprises que tant que ce support ne cédait pas, eh bien, il n'y avait pas de scénario baissier, mais que si ce support venait à céder, eh bien, on serait susceptible de revenir vers les anciens plus hauts historiques à 2137 points, voire le support de moyen terme à 2120 points. Donc c'est ce qui a eu lieu. On est revenu sur ce support de moyen terme, on est posé dessus et on va désormais attendre les prochains catalyseurs pour voir si la tendance de moyen terme reprend ses droits, auquel cas les acheteurs reprendraient la main et on repartirait vers les records historiques, ou bien si au contraire on a un changement d'état d'esprit des marchés, si on casse cette zone des 2100-2120 points, eh bien cela serait très certainement synonyme de plus ample correction aux États-Unis et bien évidemment en Europe. Le CAC 40 a testé par 2 fois les 4380 points ces dernières séances. Il est de nouveau sur ce pivot clé ce matin. C'est un support garant de la tendance de fond haussière qui avait débuté après le Brexit. Si on vient à casser les 4380 points et qu'en parallèle de cela, vous avez une hausse du Volatility Index, eh bien, cela serait synonyme de non plus complaisance, mais de frayeur, de peur, de tension sur ces marchés. Et cela signifierait donc que les vendeurs prendraient la main très certainement en direction du support suivant à 4300 points. Le Volatility Index échéance septembre a gagné 33% depuis ses plus bas du 8 septembre. Souvenez-vous, j'avais écrit une analyse sur le VIX à la fin du mois d'août. J'en avais également parlé sur BFM et j'avais expliqué que en cas... Oh là. Alors là, je ne sais pas ce qu'il se passe. D'accord. Donc apparemment, il y a des travaux apparemment sur le toit de l'immeuble où je travaille. Je n'étais pas au courant.
Et donc malheureusement, j'espère que ça ne va pas trop durer et qu'on va quand même pouvoir garder... Allez, là, ça va être problématique. Je vais quand même essayer d'avancer dans mes propos. Et il faudra que j'aille les prévenir pour les séances à venir. Le pétrole Brent est attentiste sur les 45 $ avant les stocks de pétrole cet après-midi. Donc comme d'habitude, le mercredi après-midi à 16h30, on a les stocks de pétrole. Et ça engendre un décalage souvent sur l'or noir. Et qui dit décalage de l'or noir, dit décalage du secteur énergétique. Le dollar index évolue entre 94,5 et 96,2. Il est indécis suite à des discours contradictoires des différents membres de la Fed. On avait vu ensemble au mois d'août que les 94,5-95 points étaient une zone solide. Pour l'instant, elle le reste. Mais à moyen terme, on n'a pas de décalage particulier du dollar. Et donc, on reste dans une situation de range. Et je pense que cette situation de range ou de triangle qui marque l'indécision, eh bien, on va la retrouver sur la plupart des paires du Forex. Je suis désolé si le son n'est pas très bon, mais je continue. En termes d'actualité macroéconomique, Morgan Stanley recommande de revenir sur les biotechnologies pour leur croissance rapide, leur marge élevée et le fait qu'elles soient cibles de potentiels OPA. Les futurs sur les Fed Funds intègrent désormais une probabilité de 15% d'une remontée des taux en septembre et de 54,5% pour décembre. Donc ça, je vous l'avais déjà expliqué à de nombreuses reprises. Les chiffres actuels ne permettent pas aux États-Unis de remonter les taux. Il y avait une faible probabilité pour que les taux soient remontés en septembre. D'ailleurs, j'avais fait une interview à ce sujet juste avant de partir en vacances. Et puis, donc, pour septembre, on a une probabilité de hausse de taux de 54,5%. Comme je vous l'ai déjà expliqué, et ce depuis le début de l'année 2016, eh bien, la Fed est piégée par ses engagements. Elle devrait potentiellement donc monter les taux une fois cette année, en décembre, histoire de ne pas perdre la face. Mais on est loin du cycle de resserrement monétaire fort qu'avaient prévu certains membres de la Fed en début d'année, puisque des membres de la Fed comme Fisher parlaient en début d'année de 3 à 4 hausses de taux. Le Nikkei termine en baisse, les valeurs bancaires souffrant de l'anticipation d'une nouvelle baisse de taux. Donc, pour revenir un petit peu là-dessus, la Banque du Japon, la BOJ, est un petit peu coincée. Il parle d'une possible nouvelle baisse de taux. La hausse du quantitative easing, ça devient compliqué puisqu'il est déjà gargantuesque. On a aussi ce même problème en Europe, où Mario Draghi n'a pas donné au marché ce qu'il voulait. Il n'a pas augmenté le quantitative easing. Et on voit un petit peu donc que les politiques des banques centrales à travers le monde arrivent à un stade où ça bloque un petit peu. On ne peut pas non plus mettre les taux extrêmement négatifs, ça pénalise les banques. On ne peut pas non plus doubler les quantitative easing puisque ça crée de l'endettement. Donc voilà, on arrive un petit peu à cet éventuel point de rupture où les marchés, les investisseurs se rendent compte que les banques centrales ne sont plus les toutes puissantes. La saison des résultats a débuté en ce début de semaine, donc lundi, avec Alcoa aux États-Unis, comme d'habitude. Et donc, dans les séances à venir, les résultats d'entreprise seront un catalyseur d'importance. Le baril de pétrole a chuté hier de 2,89% suite à un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, donc l'AIE, concernant 1. Le ralentissement de la demande, 2. Les stocks de pétrole élevés et 3. L'augmentation de la production. Ensuite, côté entreprise, Air Liquide a annoncé une augmentation de capital de 3,3 milliards pour l'acquisition d'Airgas et ça a été plutôt bien accueilli par les marchés. Hermès voit sa rentabilité opérationnelle atteindre un record à 33,9% au premier semestre, mais ce record est établi grâce au change et le titre Hermès ce matin était en baisse de 6%. SFR annonce le remplacement de son directeur financier Jean Raby par François Vauthier. Et puis, côté résultats d'entreprise, donc Zodiac, Le Noblage, Corian et Aubet publieront après bourse. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, on retrouve donc plus ou moins, on va dire, un palmarès équilibré, des titres
en baisse de un peu plus de 1%, et puis LVMH en baisse de 2%, le luxe donc étant sous pression suite aux résultats d'Hermès qui a priori déçoivent les investisseurs. Dans les hausses, vous voyez qu'il y a peu de titres qui sont en forte hausse. On est autour de 0,8% pour les 5 meilleures performances, donc on est quand même dans une séance d'aversion pour le risque, mais cela reste quand même dans des proportions gardées. Côté statistique passé, l'indice du sentiment économique allemand, le ZOO, est ressorti hier stable en septembre, mais en dessous des attentes, à 5,4 points contre les 6,7 attendus. La production industrielle chinoise est ressortie supérieure aux attentes, à 6,3 contre les 6,2 attendus. Et puis ce jour, on aura des chiffres en Angleterre, on aura la production industrielle en zone euro à 11h, on aura les prix à l'importation aux États-Unis à 14h30, et puis le chiffre d'importance ce jour, c'est les stocks de pétrole à 16h30. Et puis côté figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets, j'ai choisi l'USD-CAD dans données journalières. C'est un triangle qui est noté 3 sur 5. La sortie de ce triangle devrait donner le tempo pour la suite. Donc vous voyez bien que l'USD-CAD depuis le mois de juin à peu près, donc ça fait 3 mois et demi, on est dans un grand range entre 1,27 et 1,3250. Donc un 26,50 et un 32,50 pour être exact. Ces dernières séances, l'USD-CAD a profité de la baisse du pétrole et de la hausse du dollar américain. Si les stocks de pétrole déçoivent les investisseurs, si le pétrole devait continuer à consolider, à baisser, et si le dollar reste fort, eh bien on pourrait avoir un dépassement par le haut de cette résistance. A contrario, si le pétrole se repart à la hausse, eh bien on pourrait échouer sous cette zone de résistance clé. Donc les 1,32 sont à suivre dans les heures, voire les séances à venir. On va maintenant passer sur la plateforme de CMC Markets, et comme tous les matins, je vais débuter par les indices boursiers. On commence par le CAC 40, puisque le titre du jour était 4380 points, pivot clé pour la suite. Quand je vous ai laissé le lundi 29 août avant de partir en vacances, on était à 4400 points, et on était ce matin à l'ouverture à 4400 points également. Donc il n'y a pas grand-chose qui a changé. On a connu une envolée des cours ici, notamment début septembre, puisque début septembre, j'ai regardé les chiffres, on a eu un NFP qui était ressorti inférieur aux attentes, donc ça ne plaidait pas pour une hausse de taux aux États-Unis, et ça a permis aux indices de s'apprécier. Puis je suppose que par la suite, vu que la Fed a parlé de hausse de taux pour décembre, et bien de nouveau on a fait une sorte de porte de saloon, un coup en haut, un coup en bas, et on est revenu donc sur les supports. Donc voilà, on a eu une envolée des cours début septembre, ici un mouvement de correction assez violent, mais vous voyez que par rapport à il y a 15 jours avant que je vous laisse, eh bien on est exactement au même seuil, et c'est parce que économiquement parlant, il n'y a pas grand chose qui a changé. On est dans des ranges de moyen terme, le CAC 40 évolue dans un range de moyen terme entre 3900 et 4600 points, et ce depuis le début de l'année. Donc voilà, à chaque fois qu'on s'approche des 4550, 4600, les vendeurs sortent du bois, et j'espère qu'une fois qu'on avait atteint ces niveaux de prix, vous avez été plus prudent. Après, encore une fois, il faut bien être factuel sur ces marchés. Vous voyez qu'à 4375, 4380 points, on a un support clé sur lequel on est revenu ces dernières séances. On a testé ce support lundi, mardi et encore ce matin. Tant qu'on est au-dessus des 4380 points et que le support tient, on a des chances éventuellement, si les catalyseurs à venir sont bons, de repartir à la hausse. Si au contraire on venait à casser cette zone de prix, c'est que la consolidation de court terme pourrait se transformer en correction. Donc voilà pour le CAC 40. Je n'ai pas bougé beaucoup mes graphiques depuis que je suis revenu, déjà parce que j'ai fait ce que je pouvais pour être à l'heure au bureau ce matin, mon avion ayant atterri à 6h30 à Paris. Mais je voulais aussi vous montrer à quel point, en utilisant les mêmes seuils de prix qu'il y a un mois, eh bien, on peut très bien s'en sortir. L'analyse technique est très propre. Quand on a un support comme ça qui a été établi à la fin du mois d'août, eh bien, il est légitime que quand on revienne sur ce support à la mi-septembre, il soit de nouveau réactif. On va regarder son homologue, le DAX. Donc le DAX, lui,
Il est un peu plus haussier que le CAC 40. Vous pouvez voir que début août, il était parti à la hausse et il était allé chercher son gap annuel, alors que le CAC 40, lui, n'avait pas réussi à aller chercher son gap annuel. Je vous explique, et je vous le dis souvent, que les excès sont corrigés par des excès. Donc le DAX étant allé un peu plus haut que le CAC, il est revenu un peu plus bas que le CAC 40. Donc on va retirer ce range de moyen terme. On garde quand même à l'esprit que tout comme sur le CAC 40, on est quand même dans un grand range. On va dire, on peut appeler ça un marché de vagues, un wave market. Donc une vague en haut, une vague en bas, une vague en haut, une vague en bas et ainsi de suite. Donc la question là, c'est est-ce qu'on va repartir vers les plus hauts ou est-ce qu'on va casser la zone de support? Cette zone de support, elle correspond au plus haut du mois de mai, au plus haut du mois de juin, au plus haut de la fin juillet. Ça correspond aussi à un gap qu'on avait laissé ouvert, souvenez-vous, et qu'on était venu tester le 22 août avant de repartir à la hausse. Donc ce gap ici à 10 400 points, à 10 370 points, c'était un bon repère et vous voyez qu'on n'a pas cassé cette zone de support. Donc vous voyez, j'ai épuré mon graphique. Oui, on n'est plus dans la tendance haussière qu'on avait ici le long de cette oblique. On est plus neutre. Voilà, on a de nouveau échoué à 10 760 points sur le gap annuel du DAX et on est revenu sur une zone de support clé qui correspond aux anciens plus hauts, donc de mai, de juin et de fin juillet. Donc voilà, on n'a pas eu les catalyseurs assez positifs pour pouvoir casser les résistances et aller plus haut. C'est pour ça qu'on est revenu sur les supports, mais on n'a pas non plus à court terme de catalyseurs suffisants pour casser ces supports et passer d'un marché de consolidation à un marché de correction. Donc restons factuels, comme d'habitude, c'est la clé sur ces marchés. Le DAX est dans un range entre 10 330 et 10 800 points approximativement. On est passé du haut au bas du range. Si le bas du range venait à céder en cours de clôture dans les séances à venir, on passerait en correction, mais à court terme, on est sur support. Et puis, on va passer sur le S&P. Et donc le S&P, souvenez-vous, ici au mois de juillet, au mois d'août, quand on a fait des émissions ensemble, des lives souvent, je vous avais expliqué que si le S&P cassait les 2158 points, il pourrait revenir sur ses anciens plus hauts historiques à 2137, voire sur son support de moyen terme à 2120. Ça a été violent. Vendredi 9 septembre, on a cassé pour la première fois les 2158 points. Donc ce support est devenu résistance. Vous voyez qu'on a fait le yo-yo entre support et résistance. On est revenu sur 2120 points. Les acheteurs ont pris la main. On est revenu sur 2160, donc ancien support devenu résistance. Et puis là, on est revenu tester hier le support de nouveau de moyen terme. Donc les anciens plus hauts historiques, on les garde en tête, mais vous voyez bien qu'ils n'ont pas l'air d'être un pivot clé. Je vais donc diminuer la grosseur de mon trait. Ce qui compte, je pense, c'est de garder en tête donc les 2158 points comme une résistance clé, au-dessus de laquelle la dynamique haussière de moyen terme serait relancée, mais au-dessous de laquelle les vendeurs à court terme ont la main. Et puis les 2120 points, c'est vraiment le support clé. Tant qu'on est au-dessus à moyen terme, on reste dans une tendance haussière de moyen terme depuis le mois de février. D'ailleurs, je pense qu'on doit pouvoir tracer une oblique qui passe par les plus bas de février et les plus bas de juin, et on se retrouve ainsi. Voilà, c'est la conclusion à laquelle je voulais arriver en fait, c'est de vous montrer que ici, entre 2100 et 2120 points, on a une zone de support, une zone tampon de moyen terme qui correspond à une oblique qui passe par tous les plus bas depuis 6 mois. Donc tant qu'on est au-dessus des 2100-2120, le marché est haussier à moyen terme et il est neutre avec un biais baissier à court terme. Donc là, on a un combat entre les unités de temps courtes qui sont baissières et les unités de temps longues qui sont haussières. Si on casse les 2158 points, les acheteurs reprennent la main. Si on casse les 2100 points et l'oblique haussière de moyen terme, les vendeurs prennent la main. En attendant, nous sommes à court terme dans une zone tampon, donc une zone d'indécision, et c'est pour ça qu'hier je vous écrivais sur Twitter avant de rentrer que entre une tendance haussière et une tendance baissière, il y a la neutralité.
Et puis pour finir, le VIX. Le VIX, donc, je vous avais écrit une analyse pour vous dire que s'il cassait les 15,4, c'était un signal. Il l'a fait. Le lendemain, il est revenu se poser dessus. Et le surlendemain, il a explosé. Donc mardi, hier, très belle hausse du VIX de 15 à 19, donc 30% en séance. Entre les plus bas avant que j'écrive l'analyse et les plus hauts d'hier, le VIX a quand même pris 45%. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous étaient placés dessus, mais si c'était le cas, certains doivent avoir le sourire. Donc voilà pour les indices. On est neutre en Europe, baissier à court terme, enfin neutre baissier aux US et en Europe. À moyen terme, ça reste aussi aux États-Unis. On a des confrontations d'unités de temps. Et donc, voilà, il faut attendre les prochains catalyseurs et notamment le prochain rendez-vous avec la Fed pour voir ce qu'elle fait au niveau de ses taux en septembre. Mais comme je vous l'ai expliqué, d'après les Fed Funds, il y a une très faible probabilité de hausse de taux. Ensuite, les actions. Donc Hermès a publié et perd 6,4%. Le titre revient donc sur ses anciens plus hauts de 2015 ici à 350. Il faut dire qu'on a quand même eu une belle appréciation du titre Hermès depuis le début de l'année. Donc là on revient un petit peu sur les supports. Mersenne aussi a publié et le titre perd 5% ce matin. À noter que tout comme Hermès depuis le début de l'année, Mersenne, donc c'était depuis février, le titre s'était bien apprécié. On était passé de 11,36 à 17,80, donc pratiquement 50% de hausse. Le titre Solocal, il est toujours sous pression, notamment parce que c'est un titre qui est spéculatif. Donc quand le CAC est haussier, c'est un titre qui a tendance à être recherché, mais quand le CAC est baissier, le titre est très rapidement délaissé. Air France, c'est un titre qui est baissier, en tendance baissière. J'ai écrit une analyse dessus au mois de juillet, vous expliquant que tant qu'on est sous les 5,50, à moyen long terme, c'est pas très joli. AB Science, c'est une biotech, et même si Morgan Stanley considère qu'il est temps de revenir à l'achat sur les biotech, quand les indices baissent, eh bien les biotech ont tendance à être délaissés. Même chose sur Genfit. Genfit avait échoué sous sa résistance à 27,20 ici qu'on avait identifié ensemble et depuis le titre donc est reparti à la baisse. Il est sorti de son canal haussier de court terme et donc on est en train pareil de revenir sur des zones de soutien. Et pour l'instant, rien à dire si ce n'est que les vendeurs ont la main. Côté hausse, Nicox se détache à la hausse. Mais bon, ça reste un petit rattrapage de court terme. Le titre s'accroche aux 10 €. À court terme, vous voyez bien que le titre a perdu de sa superbe. On n'est plus dans une belle tendance haussière. Il n'y a plus de volatilité sur le titre, notamment parce qu'il y a moins d'actualité. Le titre Ubisoft continue d'être recherché. D'ailleurs, la famille Guillemot, qui détenait Gameloft, est rentrée au capital d'Ubisoft, s'est renforcée. C'est intéressant, c'est un peu le bras de fer entre David et Goliath. Donc, tant qu'on est au-dessus des 34,60 sur Ubisoft, on est aussi à moyen terme. Ubisoft, c'est un des titres qui est le plus en hausse sur le marché français depuis le début de l'année, avec près de 40% de hausse. Groupe Eurotunnel, bon, c'est un petit rebond de très court terme. Technip. Alors Technip, je vous avais écrit une analyse dessus et je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, Technip à 54, c'était une très grosse résistance. Le pétrole n'ayant pas décalé à la hausse, le titre Technip n'a pas décalé non plus à la hausse. On est dans une tendance baissière de long terme. Depuis 2 ans et demi, le titre est baissier. On était sous une résistance majeure à 54 et tant qu'on est sous cette résistance, il n'y a aucune raison pour que le titre aille plus haut. Bien évidemment, si un jour le pétrole repart à la hausse au-dessus des $50 et que Technip casse les 54,50, là on pourrait avoir une belle appréciation et un changement d'état d'esprit sur le titre. Mais à court terme, pas de raison de s'apprécier puisque le pétrole a consolidé. Ipsos, c'est neutre. Valorec fait du yo-yo avec le dollar, avec le pétrole. TF1 est toujours réactif sur les 8,50, ses plus bas annuels. C'est un range entre 8,50 et 9 €. Il n'y a pas grand chose à dire aujourd'hui sur les actions. Après, côté matières premières, là je vous avouerai que ça fait un bout de temps que je n'ai pas regardé les matières premières, mais par contre c'est très intéressant toujours de prendre du recul, de regarder les matières premières alors qu'on ne les a pas regardées depuis un certain temps.
Donc sur l'argent, il y a eu de la volatilité. Je suppose qu'avec la baisse du dollar suite au NFP du vendredi 2 septembre, c'est pour ça que les matières premières sont parties à la hausse, puis elles ont fait le yo-yo et elles sont revenues à la baisse. Donc là, c'est un peu brouillon sur les cours de l'argent. Peut-être qu'avec le temps, vous voyez, on va continuer d'évoluer dans une sorte de range, mais avec le temps, on pourrait s'approcher ici de l'oblique haussière de moyen terme qui passe par tous les plus bas depuis la fin 2015. Et à ce moment-là, ce sera peut-être intéressant. Pour l'instant, pas grand-chose à dire. Sur le pétrole, donc c'est très neutre. On a eu une forte appréciation, un fort décalage du pétrole. C'était donc vendredi, le jour du NFP, il y a eu une baisse du dollar, donc ça a fait monter toutes les matières premières. Puis ensuite, on a rebaissé. On attend les stocks avec impatience aujourd'hui. Si on accélère sous les 44,60, les plus bas des dernières séances, on pourrait revenir vers 43. Inversement, tant qu'on tient au-dessus des 44,50, on peut remonter vers les 47-48 dollars. Vous voyez bien qu'à moyen terme, on est complètement indécis. Est-ce que c'est la tendance de long terme baissière ou est-ce que c'est la tendance de moyen terme haussière depuis février qui va prendre le pas? Difficile à dire. En tous les cas, ici, on a une belle résistance oblique. Ça me permet de refaire mes graphiques avec vous. Hop. Voilà, donc vous voyez, on a une compression des cours et on a aussi cette compression sur le dollar. Donc j'espère vraiment que dans les séances, les semaines à venir, on va décaler pour pouvoir émettre des stratégies. Le gaz naturel, il est sur ses plus hauts annuels. Les 2,93, on les a testés une fois, deux fois, trois fois. C'est la 4e fois qu'on y retourne. Jeudi, on aura les stocks de pétrole comme tous les jeudis. Donc qui tout double, si ça casse, accélération potentielle, sachant que c'est la 4e fois qu'on y retourne. Si on y échoue de nouveau, eh bien on pourrait revenir vers les supports. En tous les cas, c'est un beau niveau de prix très proprement travaillé par le marché. Le café arabica, rien de spécial à dire. Le riz, il est revenu sur son support de moyen terme. Quand je vous avais écrit une analyse ici à 9,20, souvenez-vous, on était très rapidement parti à la hausse. Et bien, de nouveau, on est venu toucher les 9,20 et les acheteurs s'y sont présentés. Donc, tant qu'on est au-dessus des 9,20, eh bien, à moyen terme, les acheteurs peuvent tenter de prendre la main. Le soja, il a consolidé sous sa résistance, il est dans une tendance baissière depuis 3 mois désormais. Le sucre, toujours dans son range. L'or a fait le yo-yo avec le dollar. Par contre, vous voyez bien que 15 jours après être parti en vacances, la résistance qu'on avait ici, il suffit de la tirer et puis elle a magnifiquement fonctionné à 1350. Quant au support, je pense qu'il vaut mieux prendre la zone des 1300-1305 pour parler du support. Mais voilà, on a une sorte de triangle. Donc sous 1300, on pourrait revenir vers le bas de canal, vers les 1280. Et au-dessus des 1350, on pourrait connaître une belle appréciation vers 1400, 1420, le haut de canal de moyen terme. Mais voilà, on attend des catalyseurs. On en attendait sur les indices avant que je parte. Et puis on a eu des décalages. Et là, vous pouvez voir que sur les matières premières, c'est un peu la même chose. On a plein de matières premières qui sont en consolidation attentiste et je pense que ce sera la même chose quand on va regarder le marché des changes. Le jus d'orange continue sa tendance haussière. C'est un très beau mouvement. Le jus d'orange quand même a pris, on va regarder ça en termes de pourcentage, depuis début mai, il a pris 63%. C'est un très beau rallye. On va regarder à moyen terme ce que cela donne. Et donc vraiment cette cassure des 165 ici, les plus hauts de 2014, c'était un signal fort. Les acheteurs ont gardé la main. Le prochain niveau technique se trouve à 210 puis 227. Donc, tant qu'on n'a pas de signal baissier, ce sont des objectifs théoriques. Les bovins engraissés, ça reste sous pression. Les acheteurs n'ont pas réussi à reprendre la main. L'huile de soja, c'est violent l'huile de soja. Et le blé, il a cassé son support de moyen terme à 400 cents et il est allé chercher 365, 370.
Il n'y a pas de support en particulier, il n'y a pas de signal pour le moment. Vous avez peut-être lu des articles dans la presse parce qu'en France on produit beaucoup de blé. La récolte a été catastrophique, les rendements ont été extrêmement mauvais. Et on pourrait croire que parce qu'en France les récoltes ont été mauvaises, eh bien les prix vont monter. Mais non, parce que il y a des gros producteurs comme la Russie qui ont fortement augmenté leur production. Les stocks de blé sont sur des plus hauts historiques. Et donc les cours du blé restent sous pression. Et puis on va passer pour finir cette émission sur les devises. Et sur les devises, je pense que la pierre angulaire c'est le dollar. Quand je suis parti en vacances, donc c'était ici le lundi 29. Donc on avait vu ensemble qu'on avait un beau support ici et que le dollar était parti à la hausse. Il est parti à la hausse et puis on a eu ensuite le NFP, puis des dires des membres de la Fed concernant la hausse de taux non plus pour septembre, mais potentiellement pour décembre. Donc baisse du dollar. Et puis de nouveau le dollar. Je pense qu'on peut se tracer une oblique comme ceci. Voilà, c'est magnifique. J'adore l'analyse technique, c'est vraiment super. Hop, voilà. Donc, le dollar, à moyen terme, il a quand même une pente haussière. Il a tenu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois son oblique. Donc, tant qu'on est au-dessus de cette oblique, le dollar est recherché. Pourquoi est-ce que le dollar reste sur une pente haussière à moyen terme? Eh bien, parce que même si les fondamentaux américains sont en demi-teinte, pour l'instant, les États-Unis parlent de monter les taux. Alors, bien évidemment, si en septembre, ils montent les taux et surprennent les investisseurs, le dollar pourrait, je pense, être très fortement tiré à la hausse. S'ils attendent décembre, ça veut dire qu'on pourrait continuer d'avoir une sorte de range pendant encore des semaines, voire des mois sur le dollar. Bien évidemment, sur les paires en dollars, ça donne des ranges ou des triangles. Alors ici, la UD, c'est quand même très propre. La UD, souvenez-vous, on avait vu cette belle résistance de moyen terme, puis la cassure de la tendance. Il y a eu un pullback très violent sur l'oblique baissière de moyen terme, puis on est reparti à la baisse parce que le dollar américain reste aussi à moyen terme. L'euro-dollar, on avait vu ensemble donc à 1,1350 qu'il pouvait repartir à la baisse, c'est ce qu'il a fait, mais par la suite avec cette forte volatilité du dollar, il est remonté. Vous voyez bien qu'on est très indécis, on est dans une sorte de range de moyen terme. Vous pouvez tracer une oblique par les plus bas qui montre la hausse et vous pouvez tracer une oblique qui passe par les plus hauts qui montre la baisse. On est dans un triangle et il faut attendre cette sortie de triangle pour donner un tempo. La livre, elle est revenue sur le haut de son range. Elle est dans un beau range quand même, la livre, c'est assez propre. Je l'avais vu en vacances, mais bon, je me suis gardé de trop tweeter pour ne pas me faire tirer les oreilles. Voilà, donc on a un beau range ici sur GBP USD entre 1,28 et 1,3450, 1,35. Et tant qu'on sera dans ce range-là, on évoluera au gré des statistiques et on sera très dépendant du dollar américain. Et puis le NZD, lui, toujours aussi propre, il est allé faire un nouveau plus haut annuel non loin de son haut de canal de moyen terme qui à chaque fois fonctionne très bien. Hop. Voilà. Et puis il est revenu sur des supports. Ensuite, il y a l'USD CAD aussi, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà l'USD CAD. L'USD CAD, tout comme le dollar américain, il suit une pente haussière de moyen terme. Il fait des zigzags. Et si l'USD CAD venait à casser la zone des 1,32, 1,3250 dans les séances à venir, ça pourrait être source d'un décalage fortement haussier. Bien évidemment, à contrario, si on échoue de nouveau sous 1,32, on repartirait à la baisse. Tout dépendra d'une part du dollar et d'autre part du pétrole. Et le pétrole, il sera, il va évoluer en fonction des stocks qui seront, je vous le rappelle, publiés cet après-midi à 16h30. Alors, je vais regarder vos commentaires. Bonjour Nicolas, peut-on parler du maïs et de l'avoine? Alors le maïs et l'avoine, tout comme le blé, je pense qu'on est toujours baissier sous pression. Alors l'avoine, le voici, donc l'avoine nouveau plus bas annuel, tout comme le blé. Le maïs nouveau plus bas annuel, tout comme le blé. Le maïs tient un petit peu mieux.
il n'a pas cassé son support de moyen terme, il a tenu in extremis son support, donc le maïs tient un peu mieux que l'avoine et un peu mieux que le blé. Faut savoir quand même que maïs, blé, avoine, donc tous les trois sont très corrélés. Le plus baissier a priori c'est l'avoine et le plus fort c'est le maïs, même s'il est baissier, il reste un petit peu plus fort que ses homologues. Mais pour l'instant, pas grand chose à dire, c'est des tendances baissières, des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Donc c'est quand même une situation assez complexe sur les matières premières. Foucault nous dit, y a-t-il des sites qui permettent de suivre l'actualité des matières premières ? Alors écoutez, vous pouvez aller sur le site de l'USDA. L'USDA, c'est le département de l'agriculture américain qui publie quotidiennement des chiffres sur les matières premières en général. Vous pouvez aussi suivre certains comptes Twitter qui parlent des matières premières, notamment AGS Player. Jean-Louis dit, Advanced Micro Device, action américaine, a entamé une baisse déjà assez conséquente. Pourrais-je avoir une analyse rapide et savoir si on peut utiliser la vague de Wolf pour déterminer son potentiel baissier? Alors Jean-Louis, contrairement à Tradosor, moi la vague de Wolf c'est pas trop mon truc. On va regarder Advanced Micro. C'est AMD en fait, Advanced Micro Device, oui c'est ça. Alors vous dites que le titre a entamé déjà une baisse assez conséquente. Alors après, ça dépend dans quelle unité de temps on se place. AMD, c'est quand même un titre qui, à long terme, depuis donc 2006, est dans une tendance baissière très forte. C'est un titre qui, en début 2016, fin 2015, a fait un beau double bottom sur 1,50 $. Faut quand même prendre conscience du fait qu'on est passé de 1,50 $ à 2 $ à 8 $. Le titre a quadruplé en l'espace de 6 mois. Alors est-ce que c'était des résultats, des rumeurs ou autres? Je ne sais pas, j'ai pas suivi l'actualité de ce titre, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'on est loin des supports de long terme désormais et qu'on a échoué sous une résistance de long terme à 8 $, qui est une résistance très forte. À très long terme, le premier support apparaît ici à 4,85, soit encore 20% par rapport au cours actuel. À court terme, donc depuis 3-4 mois, on avait une belle tendance haussière matérialisée par la moyenne mobile à 20 séances. Tant qu'on était au-dessus, c'était haussier. Vu qu'on l'a cassé, c'est baissier à court terme. Alors oui, parce qu'on revient ici sur la zone des 5,50, les anciens plus hauts de juin et de juillet, il pourrait y avoir une éventuelle réaction du titre. Mais c'est pas évident. À long terme, on a touché une résistance à 8 $ et on est baissier depuis. À court terme, on est baissier également. Donc, pour qu'on parle de hausse, il faudrait un retournement haussier. Alors, attendre une cassure de résistance, c'est pas évident parce que ça ne permet pas d'avoir un bon timing. Par contre, vous pouvez surveiller un éventuel chandelier japonais de retournement. Si vous voyez qu'à un moment le titre baisse, touche un support et fait un beau marteau haussier, puis un avalement haussier le lendemain, enfin bref, si le titre fait des figures de retournement haussière, ça peut être intéressant. En attendant, à court terme, tant qu'on fait des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas et que les vendeurs ont la main, eh bien, ça reste baissier. Paul nous dit, déclaration contradictoire des membres de la Fed. J'ai bien aimé un membre qui a dit qu'il fallait monter les taux car l'économie est en surchauffe. Oui, non, mais on a eu de tout. Je trouve ça personnellement, en tant qu'analyste qui suit les marchés depuis 10-15 ans, scandaleux. La Réserve fédérale américaine, c'est quand même l'instance suprême. C'est la banque centrale de la plus grosse économie mondiale. Elle est censée donner de la visibilité aux investisseurs et au lieu de ça, elle fait tout le contraire. Elle engendre des yo-yo sur le dollar et sur les indices. Et ça, c'est parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'il faut faire. Donc voilà, c'est très pénible. Paul nous dit, selon toi Nicolas, si pas de hausse de taux en septembre, retour vers les plus hauts historiques. À dire vrai, il y a très peu de chances qu'ils montent les taux, puisque les Fed Funds nous indiquent 10% de probabilité de hausse de taux, 10 à 15%. Donc si on tient les supports et qu'il n'y a pas de hausse de taux, effectivement les indices pourraient repartir à la hausse. Et je pense qu'un des catalyseurs d'importance dans les séances à venir, ce seront les résultats d'entreprises américaines.
Les résultats d'entreprises américaines, souvenez-vous, au deuxième trimestre, je vous en ai beaucoup parlé, ça faisait 7 trimestres consécutifs qu'ils baissaient et on s'attend à des résultats d'entreprises meilleurs ce trimestre. Et si ça devait être le cas, ça pourrait être un facteur de soutien aux indices boursiers. En tous les cas, soyons factuels, tant qu'on est au-dessus des supports, eh bien, ça reste potentiellement aussi à moyen terme. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, j'ai répondu à vos questions, on a fait une matinale de 40 minutes, c'est pas mal du tout. Je vais continuer de lire l'actualité, de reprendre un petit peu le fil conducteur des marchés. Merci à tous en tous les cas pour être venus dès mon retour à cette émission. Je vous souhaite à tous un très bon appétit, une très bonne séance et je vous retrouve sur Twitter dans la journée et demain matin à 10h tapante pour la matinale. Au revoir à tous.